la loi... en fait, la loi 178, c'était une modification à la loi 101 sur l'étiquetage, sur l'affichage en français. C'est ça. Faite par le gouvernement Bourassa. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, intéressant de noter que le gouvernement Bourassa, à l'époque, n'avait pas hésité à utiliser la clause dérogatoire ou dite nonobstant. Oui, exact. Et voilà. donc, finalement, ce parti avait été créé un peu en réaction au nationalisme trop affiché du Parti libéral de M. Bourassa de l'époque. Et c'est ce même homme, Keith Anderson, qui a contesté la loi 99, alors la loi sur la prérogative de l'État du Québec, qui était la réponse à la loi sur la clarté. Ouais, c'est la loi sur les droits et prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Exact. Qui était une réponse, finalement, à la loi sur la clarté votée par le fédéral, le Parti libéral, dont, évidemment, le chef... je dirais, le chef médiatique de cette offensive était Stéphane Dion, comme on se le rappellera. Oui. Et donc, c'est un gain de cause, finalement, pour la législation du Québec, si on peut dire, et pour l'affirmation nationale du Québec. Et tu as toi-même... En fait, c'est le renforcement. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Ouais. Parce que, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment capital. Oui. Et on avait déjà... le droit à l'autodétermination qui nous avait été reconnu officiellement par la décision de la Cour suprême. Oui, dans le renvoi de la sécession. Dans le fameux renvoi sur la sécession. Exact. Décision rendue en 98. Et à l'époque, la Cour suprême avait réitéré l'argument de la légitimité qu'elle avait énoncé à l'occasion du rapatriement de la Constitution en 1982, quand elle avait dit « c'est peut-être légal, mais c'est illégitime ». Bon. Alors, la Cour suprême revient avec l'argument de la légitimité. Et la juge Dallaire s'est tenue très strictement dans les cadres du jugement de la Cour suprême de 1998 pour prononcer son jugement. Ce qui fait que c'est un jugement qui est assez difficile à Paris, et c'est pourquoi, sans doute, le gouvernement fédéral a décidé de renoncer. Oui, c'est ça, parce que... à porter la décision en appel. Voilà. Parce que... Alors, il y a une règle, c'est 30 jours avant de décider, pour porter une décision en appel. On n'a pas encore d'indication sur la position que va prendre Keith Anderson, qui se retrouve désormais... seul. Seul. Bon, enfin. On va se le dire, là, s'il y a du monde qui se parle dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Oui, bien sûr. Et je suis certain qu'il y a des gens qui doivent même lui offrir par en dessous le soutien nécessaire sur le plan financier pour qu'il puisse le porter en appel. Sauf que la question, pour les avocats qui vont le représenter, ça va être très dur. Parce que ce jugement-là, comme je te dis, il est très bien, il est très solidement étayé. Et alors, en plus de la légitimité, la loi 99, maintenant, qui jouissait au départ de toute façon de la présomption de légalité de toute loi, se trouve, sa légalité se trouve confirmée par une décision d'un tribunal. C'est sûr que c'est ni la Cour d'appel ni la Cour suprême, mais c'est quand même la Cour supérieure du Québec. C'est un tribunal qui opère sous la compétence du fédéral. Les juges sont nommés par le fédéral. L'administration du judiciaire relève du Québec. C'est les beaux conflits de juridiction de notre Constitution. Et, mais la juge Dallaire est une juge nommée par le fédéral. Oui, d'accord. Alors, imagine le juge en chef qui a pris la décision de nommer cette juge-là. Là, il doit se mordre les pouces. Oui, c'est peut-être fait taper sur les doigts. Oui. Bon. Alors, toujours est-il que cette décision-là, comme je le dis, elle est vraiment fondamentale. Aussi fondamentale que les droits qu'elle énonce. Et elle constitue, selon la juge Dallaire, le prélude de tout ce qu'il y a de plus naturel à une constitution québécoise que le Québec pourrait, même sans être indépendant, adopter en vertu de l'article 45 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Alors, franchement, la voie est toute tracée. Et puis, bon, ben, on espère que Maxime Laporte
va s'en aller dans cette direction-là. Oui, ou qu'en tout cas, le monde politique s'en empare. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas eu beaucoup de mobilisation politique. Et même, il y a très peu de réactions au Québec. Très peu de réactions, oui. OK, très peu de réactions. Quelques articles qui ont été écrits, mais rien d'en profondeur, aucune analyse vraiment solide encore. Non, exact. Je suis en train d'en préparer une. Oui. Bon, c'est pas étonnant. Et, mais oui, d'ailleurs, même quand ça avait été contesté, hein, ça n'avait pas beaucoup fait de vagues. Ben non, pas du tout. Et en fait, je dois le dire à regret. Il y a beaucoup d'indépendantistes, un, qui ne comprenaient pas l'enjeu, et deux, qui étaient tellement convaincus que ça mènerait à l'échec qu'ils s'y sont même pas intéressés. Oui. Alors que, finalement, désintérêt... Maxime Laporte et la Société Saint-Jean-Baptiste mauvaise analyse. De Montréal nous donnent la première victoire vraiment spectaculaire du mouvement indépendantiste depuis 95. La fin des années 60. Ouais. Oui, parce que même, effectivement... Hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est... En même temps, est-ce qu'on peut... Là, je me fais un peu l'avocat du diable, Richard. Est-ce qu'on peut se demander si finalement, il n'y a pas eu d'acceptation de la loi 99 parce qu'elle est finalement assez conforme à la Constitution canadienne et que ça ne représente pas tant un danger pour l'ordre constitutionnel canadien? Alors là, c'est là qu'on va diverger d'opinion et c'est là que moi, demain ou d'après-demain, quand mon article va sortir, je vais rappeler certaines choses importantes. D'abord, ce jugement-là énonce comment dirais-je, la souveraineté du peuple québécois. Et cette souveraineté-là, elle n'a même pas besoin d'être confirmée par l'indépendance de l'État pour exister. Elle est déjà... Alors, il y a une première question qui se pose. Oui, mais on vit dans un système monarchique. L'ordre constitutionnel établi, tout à fait. Hein, c'est la monarchie. Oui. Et dans la monarchie, le souverain, c'est la reine. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, le chef de l'État du Canada, c'est pas Justin Trudeau. C'est la reine Élisabeth II. Voilà. D'un point de vue institutionnel. C'est ça. Ouais. OK. Alors, c'est quand même assez remarquable qu'on se retrouve dans une situation où on aurait finalement trouvé le moyen de se débarrasser de la reine sans la guillotiner, comme ça s'est fait ailleurs en d'autres temps. Oui, effectivement. OK. Et on l'a mise de côté, puis alors, c'est intéressant que le gouvernement fédéral ne réagisse pas à ça. Alors, évidemment, on connaît, et il y a des statistiques qui sont connues sur le degré d'adhésion des Canadiens à la monarchie, et selon les derniers sondages qui datent d'1 an ou 2, le soutien à la reine ne serait pas si élevé que ça, même dans le reste du Canada. OK? Ouais. Et donc, au Québec, on s'en doute, là. Oui. Bon. Okay. Pas très élevé, disons. Il n'est pas élevé du tout. Il y a peut-être une tradition loyaliste un peu, mais c'est assez faible. Si on se rendait à 25 % ça serait beau. Oui. D'adhésion, de soutien. D'adhésion, oui. Alors, d'ailleurs, on rappellera aux auditeurs que quand même les députés pour lesquels on vote à l'Assemblée nationale, qui nous représentent à l'Assemblée nationale, doivent porter serment à la reine. Prêter serment à la reine. Oui. Alors, là, la situation qui se pose avec la confirmation de la légalité de la loi 99, c'est celle de savoir, à la prochaine élection, à qui prêteront serment les députés. Est-ce qu'ils vont prêter serment à la reine? Est-ce qu'ils vont prêter serment au peuple québécois? Oui. Comme l'exigerait finalement la loi 99. La loi 99. Est-ce que ce n'est pas déjà... Ou peut-être la solution mitoyenne, puis il faut toujours se penser qu'il y a des gens qui vont s'accrocher là-dessus. On va prêter serment aux deux, comme ça on ne fera pas de peine à personne. Mais je pense que c'est déjà le cas, Richard. Hein? Quoi? Il y a le serment d'allégeance était à la fois au peuple québécois et à la fois à la reine. Non. Je pense que si. En tout cas, moi, quand j'ai prêté serment comme ministre en 95, j'ai pas prêté serment. J'ai prêté serment qu'à la reine. Oui, mais je pense que ça a été modifié depuis. J'ai revu des images lorsque Pauline Marois est devenue première ministre. Oui. Et c'était assez comique parce que quand il fallait qu'elle prête serment à la reine, elle a fait une petite voix, je prête serment, Et ensuite, il fallait qu'elle prête serment au peuple québécois.
Il y avait comme une prolongation de la formule. Et là, sa voix était beaucoup plus claire, beaucoup plus forte. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des peut-être pour se conformer finalement aux exigences de la loi 99, peut-être que c'est le cas. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi ça suffisamment de près pour être capable de répondre. À vérifier. OK. Alors, voilà sur ce qu'on peut dire à propos de la loi 99 pour l'instant. Mais suivez ça, parce que plus on va approcher de la date de l'expiration du délai d'appel, plus la loi va être solide. Va être solide et validée, finalement. Voilà. Alors, il y a un autre événement, là, récemment, hier, je pense que ça s'est produit, une initiative de Jean-François Lisée qui a invité les autres chefs des formations politiques à se présenter au premier débat télévisuel au Québec en anglais. Alors, un débat qui serait un débat des chefs exclusivement anglophone. En anglais, je pense que ça va se dérouler à CTV, si je ne me trompe pas. Alors, on peut quand même se poser un peu la question, Richard, pour savoir à quel point le Parti québécois comprend le problème que cela pose pour, finalement, avant de se précipiter dans un jugement, on va quand même être un petit peu prudent. Et on va dire que est-ce que c'est vraiment le Parti québécois ou Jean-François Lisée? En tout cas, c'est le chef du Parti québécois, mais bonne question, effectivement. Et je pense que la question mérite d'être posée à cause tout simplement des antécédents de Jean-François Lisée, qui était l'auteur du fameux discours du Théâtre Centaure. Oui. Peu de temps après l'arrivée de Lucien Bouchard au pouvoir, dans lequel Lucien Bouchard tendait la main aux anglophones. Et Jean-François Lisée a ce penchant-là. Exact. OK? Donc, avant de conclure qu'il s'agit du Parti québécois, d'une initiative du Parti québécois, non, tu as raison. Là-dessus, tu as raison. On va se garder une petite gêne. C'est celui plutôt de Jean-François Lisée. Bon. Mais alors, c'est quand même une forme d'atteinte assez grave, je trouve, personnellement, au fait de défendre le français comme langue publique au Québec. À partir du moment où il y a des débats d'une importance nationale en anglais dans notre vie politique, on peut se poser la question, comment va-t-on faire pour demander aux immigrants qui arrivent au Québec de, finalement, rejoindre la culture québécoise, de parler en français? Comment nous-mêmes, on va faire pour défendre le fait que le français est la langue publique à partir du moment où il y a des débats OK. Là, il faut faire plusieurs distinctions. Oui, je suis d'accord. OK. Plusieurs distinctions. D'abord, il faut rappeler que la loi 99, dont on parlait il y a quelques secondes, contient un article qui énonce le fait que le français est la langue officielle du Québec. Exact. Bon. Idéalement, il faudrait modifier cet article-là pour que on parle plutôt de la langue de l'État québécois. OK? Plutôt que la langue officielle du Québec. Oui. Ça serait plus conforme aux exigences statutaires en droit international. Bon. Parce que la notion de langue officielle, c'est une invention du gouvernement fédéral canadien, qui date de 1968, au moment où il a adopté une loi. Et puis... sur le bilinguisme. Puis le Québec, quand on a adopté la loi 101, Camille Lorrain, il est tombé dans le piège de la langue officielle. En fait, il a repris la terminologie de l'État fédéral. Le fédéral, exactement. Ouais. Alors que si on avait fait un exercice un peu plus rigoureux, on aurait dit, peut-être que c'est pas l'expression officielle qu'il faudrait mettre, c'est la langue d'État. Parce que en droit international, la langue d'État, il y a un statut qui est prévu pour une langue d'État. OK? Bon. Alors, au Québec, tu vas me dire, et c'est la réalité, les anglophones ont quand même des droits. Ils ont droit à recevoir des services de santé en anglais. Oui. Ils ont droit à recevoir l'éducation en anglais. Oui. Ils ont droit de s'adresser aux tribunaux en anglais. Oui. Bon, et il y a même une exigence qui fait que les lois québécoises doivent être adoptées en français et en anglais. Bon. Une exigence qui, selon le barreau, n'est pas respectée à l'heure actuelle. Exact. Bon, on va pas revenir là-dessus ce soir. Mais on va
quand même dire qu'il n'y a aucune garantie, d'aucune sorte, d'accorder à la langue anglaise comme langue politique au Québec. Oui, et langue d'expression publique. Okay, le français, là, c'est la langue qui est commune à tous les Québécois. Oui. Sur le plan public. Tout à fait. Dès lors, un débat public sur l'avenir du Québec, exactement, ou sur, que ce soit à court terme ou à plus long terme, que ce soit dans le cadre d'une élection générale ou ce débat-là doit nécessairement se tenir en français. Oui, comme il l'a toujours été. Comme il l'a toujours été. Et l'initiative de Jean-François Lisée tombe particulièrement mal dans le contexte de ce qui vient d'être dit à propos de la loi de 99. Oui, de la loi 99, de la contestation des lois françaises par le barreau, du fait aussi qu'il y a quand même devant la justice là un fonctionnaire fédéral qui cherche à faire respecter son droit de parler français, même s'il est un employé du secteur public fédéral. OK, mais là, tu parles d'un fonctionnaire fédéral qui s'adresse à un tribunal qui n'est même pas un tribunal normal, il s'adresse au tribunal du gouvernement fédéral, la Cour fédérale, pour faire respecter son droit. Exact. Okay? De parler en français. De parler en français. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte politique où ça se produit. Bon. Et c'est assez malheureux, on peut le dire quand même, de voir Jean-François Lisée choisir cette avenue-là, et aussi peut-être pour des considérations politiques que je trouve assez faibles, parce que finalement, quel est le calcul politique derrière ça? C'est de se dire que le Parti québécois va être capable de récupérer quelques votes des anglophones. Ça ne fera même pas tomber un comté pour le Parti québécois. On a vu la réaction de Jean-François Lisée au Brexit. Puis on l'a vu se mettre à la défense du mondialisme et puis... Puis dire que jamais les Anglais n'auraient dû... d'abord, de quoi se mêlait-il? Oui. Et deux, aller dire aux Anglais qu'ils se sont trompés, c'est pas diplomatique. Oui, mais... c'est vrai. Bon, à la limite, ça aurait pu ne pas l'empêcher de défendre le fait français au Québec. Oui, non, exactement. Mais disons qu'il a une orientation qui surprend chez un chef du Parti québécois. Chez un chef indépendantiste. Oui, tout à fait. Alors, écoute, on a pour l'instant, là, on a des élections qui s'en viennent. On a le Parti québécois qui se trouve à être dirigé par Jean-François Lisée. Il faut se débarrasser des libéraux. Oui. Il ne faut pas nécessairement faire confiance à la CAQ parce que c'est blanc-bonnet et bonnet blanc avec les libéraux. Oui. Donc, on est pris avec Jean-François Lisée. Et puis, quant à moi, je tiens à le dire ce soir et je le répéterai plusieurs fois d'ici à l'élection, je voterai pour le Parti québécois. Ouais. Même si je ne suis pas... enthousiasmé. Mais le problème un peu avec ça, Richard, je fais un petit aparté, c'est simplement de dire que il est bon parfois, je pense que les nationalistes et les souverainistes du Québec et les militants de la langue française rappellent un peu à l'ordre le chef du Parti québécois quand il commet des sortes de bévues. Ouais. Et c'est important que les militants se manifestent et disent un peu leur mécontentement. Hein? Leur insatisfaction, leur mécontentement. Oui, leur insatisfaction, leur mécontentement, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'ils le rappellent à l'ordre, parce que je rappelle quand même que là, effectivement, ça pose des problèmes pour la société québécoise. Hein? Si on se met à avoir des débats publics en anglais à la télévision, commandés ou, je dirais, promus par le chef du Parti québécois, comment faire dans une vie publique pour amener les immigrants à parler français? Hein? Ça va être très facile pour les immigrants anglicisés ou pour les militants de la cause anglophone de dire, votre propre chef national fait des débats en anglais. Donc, ça pose de graves problèmes, je trouve, pour la cause du français. C'est pour ça que c'est bon quand même. Le point de vue de Jean-François Lisée est davantage le point de vue d'un Montréalais que le point de vue d'un Québécois. Tout à fait. Okay. Et c'est quelqu'un qui est très fasciné par les États-Unis aussi. Hein? On se rappellera qu'il a été correspondant de la presse à Washington au moment de l'adoption de l'accord du libre-échange en 1985. Et également, Richard, son idée d'avoir une espèce de colistière en la personne de Véronique Yvon, ça reprend l'idée américaine, justement, de colistier pour les présidentielles. Hein? Avec le vice-président, le ticket présidentiel. On l'a vu, la dernière élection, c'était... Trump, Pence, et puis Clinton, je ne me rappelle plus que son colistier. Mais ce qui est embêtant, vois-tu, c'est de le voir prendre des positions... très américaine. Oui, de le voir prendre des positions pareilles sans la moindre référence
au programme du parti. Oui, exact. C'est quand même grave, là. Ouais. Sur une question comme celle de la langue, je veux dire, je ne peux pas croire que le Parti québécois aurait évolué à ce point qu'il prévoirait le renoncement aux protections de la loi 101. Voyons donc. Et à la bilinguisation généralisée. D'ailleurs, ça m'a fait revenir un peu sur les positions du Parti québécois en 2012. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Richard. Il y avait eu une proposition pour mettre en place une citoyenneté québécoise. Oui. Et celle-ci aurait été restreinte pour les nouveaux arrivants à une connaissance minimale du français. Ouais. Donc ça, c'était en 2012. On est passé de 2012. Oui, mais ça, c'était vraiment une stupidité. Parce qu'en vertu de la Constitution actuelle, la citoyenneté, ce n'est pas une question de droit des provinces, c'est une question de droit fédéral. Aller revendiquer ça, là, c'est vraiment... C'était pas intelligent, là. Oui, mais en même temps, c'est une manière d'affronter le fédéral. Oui, mais c'est pas sur le bon terrain. Tu veux avoir une façon d'affronter le fédéral sur le bon terrain? Richard. Écoute, ça serait pas compliqué. Il suffirait, par exemple, à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui vient de réussir un coup extraordinaire, de dire aux Québécois, écoutez, l'année prochaine, quand vous préparerez votre rapport d'impôt fédéral, envoyez le don à Québec. Ah oui, le rapatriement des impôts. Oui. Alors, déjà, ça mettrait de l'eau dans le moulin pour qu'il y ait une seule déclaration au lieu de deux, et que, de toute façon, elle aille au Québec plutôt qu'à Ottawa. Oui. OK? Écoute, c'est pas compliqué, ça. Il suffit de lancer le mouvement. Mm-hmm. Alors, la première année, tu vas peut-être avoir 15, 20, 30 000 personnes qui vont... Puis, d'année en année, ça va gonfler au fur et à mesure que les gens vont réaliser que c'est possible. Okay. Ben oui, ça c'est... Hein? Bon. Tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on comprendra toujours que les gens qui attendent un remboursement rapide veuillent ne pas se plier à cette... Mais les autres, tu sais, je veux dire... Oui. D'ailleurs, bon... Tu sais, on ne dit pas aux gens, ne payez pas votre impôt. On dit, non, au lieu de l'envoyer à Ottawa, envoyez-le à Québec. Oui. Et peut-être que ça pourrait créer un mouvement de contestation. Mais déjà, là, ça réveille le monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de réveiller le monde, Richard, là, c'est le fédéral qui semble se réveiller un peu sur la crise migratoire que vit le Québec, là. Bien, il se réveille. Est-ce qu'il se réveille ou bien est-ce que... C'est pas évident. Apparemment, Justin grouille et grenouille en sourdine. Oui, pour renégocier. Pour renégocier avec, avec les États-Unis. L'entente des pays tiers sûrs. Comprends-tu qu'à l'heure actuelle, les États-Unis tiennent le gros bout du bâton dans les négociations à cause des accords de renouvellement de l'ALENA, hein? Bien sûr. Alors, ça, c'est une évidence. Hein? Oui, tout à fait. On repassera. Non, on repassera. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est de voir qu'au Québec, la ministre Saint-Pierre, et Dieu sait si je ne l'ai pas dans mes petits papiers, mais a quand même eu le réflexe aujourd'hui de souligner que, bon, les demandeurs d'asile, là, ça posait problème, et puis que c'était un gros problème. Oui, et puis que les capacités d'accueil du Québec étaient à la limite, donc... puis c'est la même situation en Ontario. Oui, et voilà, l'Ontario aussi est en train d'affirmer que ses capacités d'acceptation, finalement, ou même ses capacités d'accueil, en fait, carrément, sont totalement limitées parce qu'elles sont trop sollicitées. Et en plus de ça, c'est un peu rigolo, hein, de voir aujourd'hui le Parti libéral du Québec nous dire qu'il y a un problème sur les questions migratoires, alors qu'il y a un an... Oui, il y a un an, qu'est-ce que tu racontes? Il y a 2 mois, 3 mois? Ben oui, 2-3 mois, mais déjà l'année dernière, quand on essayait d'évoquer le sujet que peut-être la crise migratoire pouvait poser un problème aux Québécois... On se faisait taxer de racisme. Ben oui. Couillard nous disait que c'était soufflé sur les braises de l'intolérance. Alors, faut-il... aujourd'hui, on voit les ministres libéraux... Alors, la ministre Saint-Pierre est-elle raciste à son tour? Ben oui, ben voilà. Ben voilà. Il faut se poser la question. Donc, on voit que toute cette espèce de culpabilisation des débats publics sur l'immigration, c'est en train de leur retomber sur le nez. Complètement. Oui, à tel point d'ailleurs... Puis ensuite, il faut comprendre quelque chose. Je veux dire, on l'a mentionné la semaine dernière, si ma mémoire est fidèle, mais écoute... 50 000 immigrants officiels, 55 000 officiels, OK? Oui. Et déjà, on a des problèmes d'intégration. Exactement. Parce que sur le français, c'est la vérificatrice générale qui a dit que c'était absolument insatisfaisant, c'est même catastrophique. Oui, c'est catastrophique. OK? Et ça nous coûte déjà 4 milliards de dollars net
Ouais. Autrement dit, déduction faite de ce que ça tous les coûts qui sont associés. En plus, c'est 4 000 $ de pertes sèches par année. 4 milliards, pardon, de pertes sèches par année. Au Québec seulement. Et 20 milliards pour l'ensemble du Canada, selon l'étude de l'Institut Fraser. Oui, exact. De Herbert Grubel. OK? Et c'est une étude qui date de quelques années, donc elle est quand même encore assez actuelle. Et là, imagine que c'est à cause des immigrants illégaux, à cause des demandeurs d'asile, c'est pas 55 000 là, qu'on va avoir, c'est 100 000. Ouais. Bien, alors, multiplie le coût par 2. Ben oui. Au minimum. Au minimum, et peut-être même plus, parce que les demandeurs d'asile, il faut les loger dans des camps spéciaux. Donc, c'est 10 milliards. Ben ouais. Par année, pour le Québec seulement. Ouais. Écoute, c'est des sous, ça. Alors que nous sommes quand même dans une phase de compression budgétaire. Hein. Je rappelle que dans les dernières années, quand même, au Québec, il y a eu des réductions des budgets pour les aînés, pour les personnes handicapées, etc. Donc, comment je dirais, on peut se poser de très grandes questions sur les priorités des libéraux. Puis en plus, quand tu sais que ceux qui souffrent le plus, je te cite l'étude de l'Institut Fraser, ceux qui souffrent le plus de la générosité de l'accueil du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, c'est les vagues précédentes d'immigration. Écoute, ils se tirent dans le pied. Oui, oui. Ils se tirent dans le pied, mais en même temps, ça fait quand même du bétail électoral. Hein. Ah. C'est comme ça que c'est vu d'un point de vue politique. D'ailleurs, l'étude de l'Institut Fraser, dans sa conclusion, recommande très clairement à toute la classe politique canadienne de s'abstenir, d'avoir la décence de s'abstenir d'utiliser l'immigration à des fins électorales. Oui, bien c'est raté, là. Hein? Avec Trudeau, c'est totalement raté. Oui, peut-être que le Parti libéral, d'ailleurs, voit un peu son erreur, puisqu'il y a quand même une forme... Pas sûr qu'il voit tellement l'erreur, parce que, tiens, un petit détail. On apprend aujourd'hui que Trudeau va assister à l'anniversaire de l'Agacan. Ah oui. Tu te rends compte? Il n'y a pas eu assez de problèmes avec sa visite sur l'île de l'Agacan. Il continue. Richard Petit-Justin. Il y a des fréquentations princières. Oui, et problématique. Et puis, les coûts, comme ça. Ces coûts de fonctionnement sont princiers aussi. Mais il manque un peu de jugement. C'est un peu un manque de jugement politique rendu là. Alors, tu vois, les Canadiens commencent à s'en rendre compte. Dernier sondage au fédéral, qu'est-ce qui arrive? Oui, 43 % pour le Parti conservateur et 30 % pour les libéraux. Oui. À l'échelle canadienne. Oui, à l'échelle canadienne, on parle pas du Québec. Là, ici. Donc, ça voudrait dire un gouvernement conservateur majoritaire avec quelque chose comme 208 sièges, si j'ai bien vu. Quelque chose comme ça, oui. Hein? OK. Adieu, Justin. Bye, Justin. Bonjour, Soleil. Bon, mais ça, on spécule parce que c'est pas encore là les élections. Non. Mais effectivement, ça indique une tendance. Malheureusement, Richard, ce ne sont pas les Québécois qui vont chasser Justin Trudeau. Hein. C'est encore au Québec où ses appuis sont le plus hauts. Et c'est un peu dommage, et ça prouve aussi que les Québécois se sentent un peu pris. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il n'y a pas de réelle option pour eux. Hein. Ils voient le Parti conservateur comme le Parti de l'Ouest. Le NPD, avec une sorte de fondamentaliste sikh à sa tête, ça les inspire pas beaucoup. Et puis, le Bloc québécois, on a de la difficulté à suivre ce qui se passe, là, tellement à chaque semaine. Quel bloc? Oui, j'étais péripétie. Lequel, exactement? Bon. Écoute, il reste encore assez de temps pour que ça se place. Oui, j'ai espoir que ça va se placer. Oui. Et que, effectivement, les Québécois auront une autre option. Pour les élections de 2019. Pour les élections de 2019. Ouais. Et qu'ils contribueront à renvoyer Justin Trudeau dans la bouteille de mauvais génie dont il n'aurait jamais dû sortir. Les oubliettes de l'histoire. Voilà. Si ça va pas bien, on revient un peu sur la scène provinciale quand même, juste pour dire que si ça va pas bien pour Justin Trudeau, ça va pas très bien non plus pour Couillard. Hein. Il a perdu 15 élus, là. 15 élus qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. C'est du jamais vu. Ça commence à faire beaucoup de monde. C'est du jamais vu. Ouais. Et imagine qu'est-ce qu'on dirait si c'était le Parti québécois. Ça serait la saignée, le parti divisé.
le leadership est en plein effondrement, mais parce que c'est le Parti libéral, personne ne dit rien. Mais là, je commence à me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'envoyer un message à Couillard. Oui, sans aucun doute. Et tu sais, il reste encore quelques mois avant les... On ne peut pas du tout exclure qu'à un moment donné, Couillard soit contraint à la démission. Bien, il faudrait que ça se fasse vite. Tu sais, il y a quelqu'un qui se cache à l'heure actuelle et qu'on voit peu, c'est Pierre Moreau. Oui. Qui revient d'un long congé de maladie. Oui, mais bon, ça fait déjà presque un an qu'il est revenu, là. OK? Qu'on voit peu, hein? Qu'on voit peu, et puis qu'on voyait beaucoup l'automne dernier, mais d'un seul coup, on ne le voit plus. OK? Alors, est-ce qu'il s'interroge lui aussi? Ça m'étonnerait. Mais il se tient comme en réserve. OK? Et, lui, il n'est pas en réserve de la République, il est en réserve du Parti libéral. Voilà. Et je me demande si, finalement, il n'est pas en train de se tramer quelque chose au Parti libéral, parce que vraiment, c'est étrange, cette saignée, l'importance de cette saignée. Puis on dirait qu'il y a juste Couillard qui ne comprend pas ce qui se passe. Oui, mais en même temps, c'est bizarre, Richard, mais de l'autre côté, quand le Parti libéral a 18 d'intention de vote chez les francophones, les députés des régions sentent bien que... La dernière fois que j'ai vu, c'était même pas 18, c'était 16. Oui, 16, pardon. 16 ouais. C'est des gens qui ne veulent pas nécessairement être assis sur les bancs de l'opposition et donc ils décident de quitter le Parti libéral. Et il y en a même un autre là, qui n'a pas encore annoncé, mais qui est un peu assis entre deux chaises. C'est David Hurtel. Oui, c'est ça, voilà. Il est pratiquement Laurent Lessard aussi. Voilà, bon, mais Lessard a dit qu'il s'en allait, mais Hurtel, il n'est pas encore sûr. Oui. OK. Comme on dit en anglais, he's playing coy, tu sais. Ouais. C'est ça. Enfin, on voit que pas une grande résolution à se représenter pour le Parti. Non. Sinon, demande répétée du Québec pour recevoir plus d'argent de la péréquation. Oui, OK. La fameuse question de la péréquation, là, c'est... Qui revient toujours au Québec. Bon, c'est le grand argument, d'ailleurs, des fédéralistes, hein, Richard. Oui. Mais, tu sais, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est compliqué. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui comprend. Non, c'est le système de calcul. C'est le système de calcul des paiements de péréquation qui est biaisé par l'hypothèse que font les gouvernements que l'économie va toujours aller en s'améliorant. Ça n'est pas le cas. Et parfois, l'économie régresse. Et quand elle régresse, ça fait mal en maudit. Ouais. Parce que normalement, les paiements de péréquation sont ajustés sur une base triennale. Okay? Donc, à tous les 3 ans. À tous les 3 ans. Et le paiement qui est effectué aujourd'hui est basé sur les résultats d'il y a 3 ans. À l'heure actuelle, l'Alberta, qui a des gros problèmes, est en train de payer sa vie, OK? En péréquation et ne comprend pas pourquoi elle le fait alors que sa situation économique est si mauvaise. Exact. OK? Puis là, il faut comprendre aussi que la situation ne s'améliore vraiment pas parce que l'Ontario est devenu maintenant aussi tributaire de la péréquation. Au lieu d'y contribuer. Et voilà, alors qu'autrefois, c'était l'Ontario, la vache à lait du système fédéral. Aujourd'hui, ça va moins bien. Ouais. OK? Pire que ça, c'est que l'endettement des Ontariens est hors de contrôle. OK? Alors là, ils ont de graves problèmes et on ne sait pas trop comment ils vont les résoudre. On sait que les Ontariens s'en vont en élection assez prochainement aussi. OK? On sait que Mme Wynne n'a aucune chance, que les libéraux n'ont aucune chance de se faire réélire. Oui, ça va mal pour le Parti. Ça va mal. Et il y a Doug Ford qui vient d'être élu chef du Parti conservateur de l'Ontario. Quand les chiffres vont être rafraîchis par une administration conservatrice, je te prie de me croire qu'on va découvrir qu'il y a les placards sont pleins de cadavres. Oui. OK? Oui. Ça ne va pas être beau. Non. OK. Non, et tout ça dans un contexte aussi où l'Alberta, donc enclavé, hein, qui n'a pas d'accès à la mer, se fait contester de plus en plus par la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique vient de porter en justice sur la question des droits environnementaux, hein, de sa compétence à légiférer sur le plan environnemental, le tracé de l'oléoduc Trans Mountain. Ouais. Donc finalement, là, c'est la continuité de la guerre entre la Colombie-Britannique et l'Alberta sur le terrain judiciaire.
Alors, on sait ce que c'est, hein, la loi 99, entre le moment où l'action a été intentée puis le jugement a été rendu, il s'est écoulé 17 ans. Le temps judiciaire est très long. Le temps judiciaire est très, très long. Ouais. Et même en supposant qu'il procède en accéléré, cette affaire que soulève la Colombie-Britannique se retrouve maintenant devant la Cour supérieure de la Colombie-Britannique. La décision sera inévitablement portée en appel, soit par la Colombie-Britannique, soit par le fédéral, soit par l'Alberta, qui va pouvoir intervenir dans le jugement compte tenu du caractère interprovincial des questions soulevées. OK? Imagine la foire d'empoigne. Et, tu sais, mets-toi à la place du dirigeant de la société qui veut construire le pipeline Trans Mountain. Le voilà, ballon politique pour les 15 prochaines années. Ben oui. Hein? On va dire, c'est ridicule. Oui, donc... ça veut dire que ce projet-là tombe à l'eau. Ouais. Et politiquement, Trudeau ne veut pas le reconnaître. Ne peut pas le reconnaître. Non. Et la première ministre de l'Alberta ne peut pas l'accepter. Exact. Publiquement. Ouais. Alors, imagine-toi, parce qu'elle aussi s'en va en élection bientôt. Oui. Imagine-toi... Elle est talonnée, évidemment, par les conservateurs. Bien sûr. Et alors, imagine... Rappelons, pour la forme, Richard, que ce sont 2 gouvernements provinciaux du Parti néo-démocrate. Démocrate, à part ça. C'est le NPD de la Colombie-Britannique qui affronte le NPD de l'Alberta. Alors, là, on comprend, en regardant cette situation-là se développer, que le Canada, littéralement, s'en va à volo. Oui. Avec les problèmes de prééquation. Avec des problèmes épouvantables. Ouais. Et la renégociation de l'ALENA. Dont personne n'ose parler véritablement parce que c'est trop menaçant pour les uns comme pour les autres. Oui. Alors, il y a quelques articles qui sont sortis au Canada anglais dans le Globe and Mail. Oui. Un peu où on sent que pour eux... pour certains analystes politiques du Canada anglais, ils savent qu'il y a vraiment un danger d'unité nationale. Ils n'osent pas en parler ouvertement, ouvertement. De peur de réveiller l'ours québécois qui dort. Et de mettre de l'huile sur le feu. Ouais. Voilà. Ouais. Surtout avec un parti libéral du Québec qui est quand même assez Alors, les Québécois sont mal informés de la situation et de sa gravité et de la précarité dans laquelle se retrouve à l'heure actuelle le gouvernement fédéral. Ouais. Gouvernement fédéral aussi, cher Richard, qui est sous attaque un peu, on peut dire. En fait, sa ministre des Affaires étrangères qui est sous attaque à cause de son passé familial. Oui. Ben, c'est pas nouveau, hein? Non, on en a déjà parlé. On a d'ailleurs été sur Vigile les premiers au Canada français. Oui. Canada français. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a Radio-Canada qui aurait dû le dire. Ah, bien sûr. Et qui ne l'a pas fait. Oui. Alors, peux-tu rappeler les faits, Richard? Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque Mme Freeland s'est portée candidate pour le Parti libéral, elle a fait des représentations sur ses origines et sa famille. Elle a menti délibérément lorsqu'il s'est agi de son grand-père. Et elle a... Grand-père maternel, je crois. C'est ça. Oui. Elle n'a pas révélé qu'il avait un passé nazi. Oui. Qu'il avait carrément soutenu les nazis pendant la dernière guerre. Alors, il est d'origine ukrainienne. Il a collaboré, notamment, je pense, à des journaux collaborationnistes... allemands. Oui, c'est ça, mais en Ukraine. Et il s'est réfugié, je crois, en Allemagne nazie avec l'avancée des troupes soviétiques. Et il a fini au Canada, je pense dans l'Ouest, où il a même fondé une chaire de recherche d'études ukrainiennes. Ouais. Et voilà, et c'est assez... Bon, ce qui est vraiment le plus troublant là-dedans, je pense, Richard, c'est de voir que Mme Freeland semble... continuer un peu dans faire la promotion. Ben oui. Faire la promotion. Puis, écoute, on se demande si c'est la ministre des Affaires étrangères du Canada de l'Ukraine. Ou de l'Ukraine. Voilà. Et elle travaille évidemment main dans la main avec George Soros. Oui, exactement. OK. Et on sait que Soros et Trudeau travaillent aussi main dans la main. Exactement. Donc, le milliardaire George Soros. Alors, puis c'est le même milliardaire George Soros à l'heure actuelle qui vient de se faire proprement évincer de son propre pays d'origine, la Hongrie, et qui, en même temps, est en train de financer en sous-main
la révolution de couleur qui se prépare, qui est en train d'agiter l'Arménie. On y reviendra tout à l'heure. Mais bref, on voit qu'on est dans une situation qui est ahurissante. Le Canada, là, ne s'appartient plus. Oui, exact. Et ça peut faire penser aussi au dérapage diplomatique de l'Inde. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si la diplomatie canadienne était tirée dans tous les sens à cause de son dogme d'État, de sa doctrine d'État qui est le multiculturalisme. Une ministre des Affaires étrangères proche, disons, des ultranationalistes ukrainiens, qui a elle-même un grand-père collaborationniste nazi, et des députés de confession sikh qui appartiennent, ou en tout cas qui sont proches, de mouvances faisant la promotion de la violence politique pour la libération du Punjab sikh. Alors on voit que le Canada est une espèce d'État zombie, tiré dans tous les sens par les différentes communautés qui intègrent finalement la diplomatie canadienne et l'État canadien. Et c'est là où on voit que la logique ultime du multiculturalisme mène à l'incapacité pour un État de défendre ses intérêts nationaux. Donc, ça a même un impact. Même pas les défendre. Il n'est même plus capable de les définir. Ouais, voilà. Et c'est ça. Exact. OK. On n'est même plus capable de les définir. Tout à fait. OK. On n'ose plus, parce que si on le fait, on heurte nécessairement quelqu'un. Exact. Et comme on ne veut pas heurter personne, on ne fait rien. On fait rien, mais on se fait tirer un peu par le courant. C'est ça, et puis le pays est en train, littéralement, de s'en aller, comme je le disais tout à l'heure, à volo. Ouais. D'ailleurs, pour reprendre, pour continuer dans la lignée de peut-être Et ça, c'est... On ne parle même pas là, des problèmes économiques canadiens à l'heure actuelle. Non, exact. OK. Mais d'ailleurs, pour l'image du Canada à l'international, si on veut continuer dans cette lignée-là, il y a également l'histoire de Lafarge, hein? Lafarge... Oui, avant qu'on passe à Lafarge, si tu veux, on va parler un petit peu de l'ALENA et de la renégociation. OK? C'est très intéressant de voir comment le dossier évolue et de voir de quelle façon les États-Unis exercent une pression, mais vraiment là, épouvantable, pour nous faire lâcher au gouvernement la gestion de l'offre. Oui, exact. OK? Ça, c'est la clé. Et d'ailleurs, Mme Freeland, qui est la négociatrice pour le Canada, est revenue un peu bredouille. Hein? Oui, c'est ça. Et là, ils sont vraiment mal pris parce que pour maintenir l'ALENA au bénéfice de l'Ontario, OK, essentiellement, parce que c'est bien sûr, le Québec en profite, mais bien davantage l'Ontario que le Québec. Pour maintenir l'ALENA, il faudra que le Canada lâche la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est au Québec que ça se passe. Exact. En gros. Oui. Il y en a ailleurs au Canada. C'est ça qui est inquiétant, c'est de savoir si finalement les négociateurs canadiens ne vont pas laisser tomber la gestion de l'offre qui profite au Québec pour servir leurs intérêts. Imagine-toi, on a déjà des problèmes juste à composer entre les intérêts d'une province à une autre, quand en plus il faut intégrer les problèmes des communautés culturelles. Ah oui, ça devient de la totale folie. Démentiel. Ah oui, non. OK, impossible. Oui, impossible. Bon. Non, mais... Et c'est là-dessus que le Canada va finir par achoper. Oui, et c'est là où on voit aussi un peu l'artificialité, en fait, du pays. Oui. Alors, tu voulais aborder la question de... La question de Lafarge, hein, donc Lafarge qui est une entreprise... Pas juste Lafarge, il faut le dire, les Desmarais. Voilà, les Desmarais qui ont des intérêts dans... Des gros intérêts. Dans Lafarge. Et dont Paul Desmarais Jr. siège au conseil... L'administration. De Lafarge, Holcim. Oui. Parce qu'il y a eu une fusion entre Lafarge, qui était une grande cimenterie française, et une cimenterie suisse. Oui. D'accord. Qui s'appelle Holcim. OK? Mais quand tu regardes la composition du conseil d'administration de Lafarge-Holcim, tu réalises que les intérêts de Desmarais et Frères sont très présents, merci, par le nombre des personnes qui siègent au conseil et leur provenance. Et donc, il y a eu une enquête de la justice, je crois, belge et française. Hein? C'est les deux, oui. Sur les liens entre Lafarge
et l'État islamique en Syrie. C'est quand même pas rien. Et le nom de Paul Desmarais a été soulevé par les enquêteurs. Tout à fait. Dans les écoutes téléphoniques. En fait, même celui de Gilbert Frère. Albert Frère. Non, c'est le fils. Le fils, Frère. Qui est une famille belge proche des Desmarais. C'est ça. Ouais. Alors, le jeune frère, qui est plus très jeune maintenant, là, mais qui, lui, a carrément, dans des écoutes électroniques, dit que, bon, on avait raconté publiquement que on avait rien à voir là-dedans, mais que, dans le fond, on avait fait ça pour éviter d'avoir des problèmes. Ah! Alors, évidemment, la police belge a sauté là-dessus. Ben ouais. Et puis, par ricochet, les Desmarais sont atteints. Ben oui, exact. Parce que, tu sais, c'est quand même... Tu sais, tu peux pas... Ouais. Tu sais, quand une entreprise de cette envergure-là se fait solliciter par le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, pour financer Daesh, ça ne peut pas ne pas remonter au conseil d'administration. Ben, pour une affaire aussi grosse que ça, on non, se demande comment ils ont fait pour ne pas le savoir. Ben voilà. Et puis, il n'y a personne qui va prendre d'initiative sans en référer aux hautes instances de l'entreprise. Ouais, on peut effectivement le croire fortement. Même si on ne trouvera peut-être pas un procès-verbal dans lequel ça sera mentionné. Oui, évidemment. Et tu peux être certain que dans les conversations privées qu'ont eues les administrateurs, ces choses-là ont été abordées. Oui. Et su, finalement, pour le bien sûr. Ce qui nous permet, Richard, de rebondir sur ce qui s'est passé en Syrie cette semaine. Oui. Avec les frappes, des mystérieuses frappes sur les installations militaires syriennes. Suivant, avec 2 semaines de décalage, celle de la coalition menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Là, il y a d'autres frappes en Syrie. Et on se pose un peu la question, on a accusé une première fois les Israéliens, on a dit potentiellement des missiles venant d'Israël. Là, il y a d'autres informations comme quoi... Oui, il y a des informations qui sortent de Jordanie. C'est ça, il y a des informations qui sortent à l'heure actuelle qui a l'effet que ce pourrait être des missiles lancés par les Britanniques à partir de la Jordanie, de la base qu'ils ont là-bas. OK? Mais s'ils l'ont fait, ils l'ont fait pour le compte d'Israël. Oui. OK? Alors, ça pose, encore une fois, la question des représailles éventuelles des Syriens et des Iraniens qui ont été touchés par ces frappes-là. OK? Ouais. Alors, il y a celles dont on sait qu'elles ont pour origine Israël, puis il y en a d'autres dont on soupçonne que l'origine serait également israélienne par Britanniques interposés. Bon. Pour l'instant, l'Iran attend l'échéance du 12 mai. La question de savoir qu'est-ce qui va survenir avec le fameux traité qu'ils ont conclu sur le nucléaire iranien. Trump a dit qu'il se donnait jusqu'au 12 mai pour prendre une décision de savoir s'il le maintenait ou s'en retirait. Il fait du bruit, beaucoup de bruit, pour dire qu'il s'en retire. Est-ce qu'il va aller jusque-là? On a maintenant des indications que les Français, les Allemands, même les Britanniques, refusent absolument de renégocier l'accord. Moscou refuse, parce que Moscou est parti à... Évidemment. OK, puis la Chine également refuse. Voilà. Alors, il n'y a pas grand support pour la modification de cette... sauf aux États-Unis. Sauf aux États-Unis. Et évidemment, Israël qui pousse au crime. Évidemment. Bon. Qui veulent la renégociation complète. Là, Netanyahou, d'ailleurs, a fait un... Tu sais, c'est quand même incroyable que Netanyahou et Israël veuillent empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, alors qu'Israël la possède. Et posséderait jusqu'à, tu sais, selon des derniers chiffres là, que j'ai vus, jusqu'à 200 têtes de missiles armés nucléaires. Ce qui est assez particulier avec Israël et l'arme nucléaire, c'est qu'il n'y a rien d'officiel. C'est-à-dire qu'on sait que les Israéliens possèdent l'arme nucléaire, mais ils n'ont jamais signé de traité de non-prolifération, ils n'ont jamais signé de... Et ils n'ont jamais reconnu qu'ils les détenaient publiquement. Ils n'ont jamais reconnu publiquement qu'ils les détenaient. Mais on sait que ce serait un programme nucléaire qui aurait été fait notamment avec la France,
où les Français auraient participé... Et les États-Unis. Et les États-Unis à l'élaboration du programme nucléaire israélien. Je me souviens d'une affaire, l'affaire Jonathan Pollard. Oui. Qui était dans les années 80, où un militaire américain avait été accusé d'espionnage au bénéfice d'Israël. Enfin, il faut comprendre que le militaire en question était juif. Oui, évidemment. Okay? Et que peut-être même binational. Il estimait qu'il avait une plus grande loyauté envers... Oui. Israël. Mais à cette époque-là, les Américains l'avaient poursuivi. Ah oui, mais... Je ne suis pas certain que... Ça se referait aujourd'hui. Ça se referait il a fait de la prison, hein? Il a fait plusieurs années de prison. Je me demande même s'il n'est pas encore... En fait. Non, je pense qu'il en est sorti. Il a été libéré. Oui. Il y a un film qui a été fait là-dessus où on le présente, je ne me rappelle plus du titre du film malheureusement, mais où on présente cet homme un peu comme un naïf. C'est-à-dire comme quelqu'un qui pense, qui se dit, ma foi, les intérêts d'Israël, des États-Unis, c'est un peu la même chose, je vois pas ce que je fais de mal, etc. Ouais. En tout cas, comme tu le mentionnes, à l'époque, les États-Unis avaient pris ça très au sérieux quand même. Oui. Et d'ailleurs, là, Netanyahou a fait finalement une espèce de spectacle là, en essayant de convaincre les États-Unis, mais plus généralement l'Europe, de la nécessité de mettre fin à un programme nucléaire iranien qui chercherait à se procurer l'arme nucléaire, finalement. Il a prétendu que les Iraniens ont un deuxième programme, qui n'est pas un programme nucléaire civil, mais bien dans le but d'acquérir l'arme nucléaire. Et il cherche finalement à motiver ce qu'on peut appeler la communauté internationale à renégocier l'accord avec l'Iran, voire même peut-être à éventuellement effectuer des frappes sur l'Iran, sur les capacités nucléaires iraniennes. Alors, on peut se poser des questions quand même, savoir jusqu'où ça peut mener. Hein? Parce qu'il y a quand même une espèce de comment on pourrait qualifier ça, de guerre froide au Proche-Orient, là, entre Israël, l'Arabie Saoudite d'un côté, et l'Iran et la Syrie de l'autre, avec une Turquie qui va son propre agenda. Et on peut quand même se poser la question de savoir jusqu'où ça va aller. Et la guerre froide au Proche-Orient devient de plus en plus chaude. Chaude. Ouais. Ah oui. Là, ce qui devient apparent, là, c'est que les Américains, ils vont devoir rapidement prendre une décision finale quant à savoir s'ils restent ou s'ils s'en vont. Là, tu parles pour la Syrie? Oui, pour la Syrie. Ouais. Parce que il reste une dernière enclave dans le nord de la Syrie, aux confins de la Jordanie, justement. Mm-hmm. La rive... une des deux, la rive nord de l'Euphrate. Mm-hmm. OK? Et qui est occupée encore par les Américains. Et puis, il y a la fameuse base de Al-Tanf. Il semblerait que, au cours des dernières semaines, l'armée syrienne ait attaqué ces positions-là et que, voulant défendre leurs troupes qui sont à Al-Tanf, les Américains aient voulu faire intervenir leur aviation et qu'ils n'aient pas pu le faire à cause des barrages électroniques que leur opposaient les Syriens, avec évidemment l'aide des Russes. Ouais, alors, ça commence à jouer très dur. Ouais. Et on se rapproche de plus en plus d'une situation où il va y avoir un affrontement direct entre les Russes et les États-Unis en Syrie. Ouais. Là, et non plus par troupes interposées. Par troupes interposées. Et là, les Américains vont avoir à prendre une décision. Évidemment, Israël les pousse par tous les moyens à maintenir une présence là. Bien sûr. Mais les Américains, pour l'instant, ils comptent, puis surtout Trump, lui, il regarde combien ça coûte puis combien ça rapporte. C'est pas compliqué. Ça rapporte pas beaucoup, là, pour l'instant. Et pour l'instant, ça ne rapporte pas, il n'y a que des pertes. Oui, exact. OK? Alors, il est assez insensible aux arguments sur la nécessité de la présence de maintenir la présence américaine. Ouais. Évidemment, il y a les forces intérieures aux États-Unis qui s'agitent, l'État profond, et qui souhaitent évidemment... Ils partent en guerre. C'est ça, qu'ils poussent à aller en guerre. Ouais.
Et à maintenir la présence en Syrie, voire à accélérer le mouvement pour même se déplacer vers l'Iran. Oui. Alors, puis, parallèlement à ça, les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour encercler les Russes dans son ventre mou, hein, et entre autres avec l'Arménie qui se pose, pour affaiblir la Russie sur son flanc sud. Oui, dans le Caucase. Dans le Caucase. Ouais. D'ailleurs, si on regarde une carte, c'est pas extrêmement loin de la Syrie non plus. Non plus, non. C'est-à-dire que tout est assez proche. Alors, il y a eu un déplacement assez impressionnant de troupes de terroristes, là, de Daesh, orchestrés par les États-Unis vers l'Afghanistan pour être déployés dans le ventre mou. Ah oui, d'accord. OK. Je te dis que ça joue dur, ça joue très, très dur. Et combiné à ça, il y a tout l'impact, évidemment, des sanctions. Oui, bien sûr. Et tout ça survient dans le contexte où, en plus, il va y avoir la Coupe mondiale de football. Bien sûr, tout à fait. En Russie. Exact. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, oui. OK. Et là... Et il n'y a personne qui a appelé au boycott de la Russie, sauf l'Islande. Sauf l'Islande. Donc, ça prouve que, bon... Tout le monde... marche sur des œufs. Oui, tout le monde marche un peu sur des œufs. Et alors, tu peux te surprendre, tu sais, dans le contexte de l'affaire Skripal à Londres, et puis ensuite du bombardement avorté en Syrie, là, quelle va être la position de l'Angleterre? Oui. Elle va participer au Mondial. Au Mondial, oui. Pourquoi? Parce que si elle ne le faisait pas, il y aurait les Britanniques hurleraient. Oui, exactement. OK? Les hoodlums seraient partout. Oui, oui, tout à fait. OK? Donc, et les Russes, évidemment, après l'échec des Jeux olympiques, après le fiasco là, de toutes les initiatives qu'ils ont tenté de prendre pour être présents, par exemple, aux Jeux olympiques de Corée, tu comprends qu'ils veulent essayer de se... redorer un peu leur image. Puis ensuite, les Russes ne sont pas fous. Ils savent aussi que la popularité du football en Russie, ils savent à quel point les Russes tiennent bien sûr. À ce spectacle-là et à la reconnaissance internationale de la Russie. Que ça procure. Alors, il est pas Moscou n'est pas pressé à l'heure actuelle de brasser la soupe trop fort. Non, voilà. Pour éviter de compromettre la tenue pacifique de ces Jeux-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que la Russie est dans une espèce de mode attentiste. Hein? Très attentiste. Elle attend de voir... en fait, elle attend la fin de la Coupe du Monde. C'est pas compliqué. Pour réagir sur le plan géopolitique. Tu as juste à suivre les sites d'information russes pour comprendre quand est-ce que ils veulent sortir de l'information, puis quand est-ce qu'ils ne veulent pas. Alors, je peux te dire que ces jours-ci, il n'y a pas grand-chose qui sort. Que tu regardes Russia Today ou Sputnik ou... Russia Insider. Non, Russia... Curieusement, Russia Insider, c'est américain. Oui, c'est un américain. C'est un site américain, même s'il porte ce titre-là. Oui. OK, alors... mais bon, intéressé à ce qui se passe en Russie. Oui, exact. Bon. Alors, puis parallèlement à ce qui se passe en Russie, il y a aux États-Unis Trump qui est aux prises avec ses problèmes de collusion avec la Russie. Oui, la Russie. La fameuse enquête de Robert Mueller. Là. Oui, il a été globalement exonéré. Oui, mais là, le débat qui se passe, on a appris aujourd'hui le départ d'un avocat... de la Maison-Blanche, Ty Cobb, et son remplacement par un autre qui, attends, si ma mémoire est fidèle, là, s'appelle Flood ou Flint, je ne suis pas trop sûr, et qui était celui qui a représenté Clinton au moment de la tentative d'impeachment par le Congrès. Ah oui, d'accord. À la suite de l'affaire Lewinsky. Oui. On se souviendra que ça avait été loin. Et toute la question est maintenant de savoir si oui ou non Trump va se prêter à une entrevue volontaire avec le commissaire Mueller, ou bien s'il va plutôt invoquer le privilège exécutif et refuser de lui parler. De se présenter. Alors, le nouvel avocat, lui, est contre une entrevue consentie et il suggère, lui, plutôt... Le refus et puis l'invocation du privilège exécutif à cause du risque que Trump pourrait
se contredire et se retrouver dans une situation de parjure devant Mueller. Ah oui, d'accord. OK? Ouais. Tu comprends qu'il faut suivre ça, là, littéralement à la loupe, tellement c'est complexe. Oui, tout à fait. Bon, puis ça finit plus non plus. Là, non, c'est vraiment là. Mais c'est comme s'il y avait une politique américaine parallèle avec les affaires judiciaires de Trump. Oui, en plus de la diplomatie. Puis les histoires de scandale. Alors... oui, les histoires de scandale qui touchent... oui, bon. plusieurs oui, franchement. On va s'en dispenser parce que c'est vraiment grotesque. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui a peut-être... je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus. Oui, aujourd'hui, le représentant démocrate au Congrès, Charles Schumer, de New York, qui a mis Trump en garde contre toute invocation du privilège exécutif pour refuser de répondre. Et il a prévenu carrément que ça allait être une cause d'impeachment. Alors, il y a les élections du midterm qui vont avoir lieu... les Américains sont toujours en élection. Qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Ouais. Et semble-t-il que s'il fallait que les démocrates remportent plusieurs sièges, comme la possibilité existe qu'ils le fassent, ce serait une invitation à ouvrir une procédure d'impeachment contre Trump pour l'empêcher de terminer son mandat. Ouais. Et ça serait quand même une défaite morale. Ça joue très, très raide. Oui, évidemment. Ça joue très raide et en même temps, il y a quelque chose qui m'a fait sourire cette semaine, Richard. C'est le commentaire du président de la Corée du Sud qui s'est fait demander si jamais il allait accepter le prix Nobel de la paix. Et il a répondu, si jamais vous me donnez le prix Nobel de la paix, c'est pas à moi qu'il faudrait le donner plutôt, mais à Donald Trump pour ses efforts faits en vue de pacifier la péninsule coréenne. Alors, j'ai trouvé ça assez rigolo et ça serait quand même un drôle de... humoristique, même. Oui, retour de l'histoire si jamais Trump devait recevoir le prix Nobel de la paix. Ben écoute... Alors qu'il est décrié comme un vote en guerre par la presse, mais non, ça c'est rien. Mais imagine-toi que Obama, à peine élu, avait reçu tout à fait. le prix Nobel. Tout à fait, on se rappelle de ça. Alors, sans aucune raison, d'ailleurs. On peut poser... Ben non, sans aucune raison. Parce que finalement, il a bombardé la Libye, il a déstabilisé la Syrie, il a encouragé les islamistes et ça te donne une idée que le jury du prix Nobel s'est rendu littéralement, vous me passerez l'expression, elle est un peu crue, mais des lèche-culs américains. Ben oui, et dans le cas d'Obama, je veux dire, je pense que même lui était gêné de recevoir le prix, tellement il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Alors, ils veulent absolument donner un prix à ça, c'est le jury du prix Nobel, c'est des Suédois. Hein? Ouais. Puis les Suédois, on sait dans quel travers ils sont tombés. Ah, oui, les Suédois, c'est politiquement correct. C'est pire que le Canada de Justin Trudeau. Voilà. Ça vous donne une idée. Écoute ça, Richard, tu es peut-être au courant, ça n'a pas rapport avec la géopolitique, mais juste pour vous donner une idée du délire idéologique dans lequel ils se trouvent, ils ont mis en place une police des jouets dans les garderies pour être bien sûr que les petites filles et les petits garçons jouent avec des jouets des deux sexes, pour pas avoir des jouets genrés. Alors là, pour ce qui est des Suédois, on est dans la déconstruction radicale, encore plus que Justin Trudeau. Ça, c'est George Orwell, 1984. Complètement. Hein? Complètement. C'est un mélange du meilleur des mondes d'Aldous Huxley et de George Orwell. Oui, de George Orwell de 1984. Dans tout ce qu'il y a de pire. Ah ouais, dans tout ce qu'il y a de pire. D'ailleurs, on nous annonce ça aussi, on n'a pas mentionné durant le segment national. Je fais un petit aparté, Richard, mais... Valérie Plante nous dit qu'il va y avoir des agents contre les fausses nouvelles. Oui. Pour faire la promotion, les fausses nouvelles sur les réfugiés. Hein? Donc, on va essayer de réaligner la population pour qu'elle accepte le grand remplacement et l'immigration massive. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans des phases où le progressisme sociétal est un peu part en vrille et essaye de restreindre la liberté d'expression des gens. Et c'est là où on se dit qu'il y a des atteintes à la démocratie. Parce que si on n'est pas capable de débattre, on n'est pas capable donc d'avoir un avis éclairé sur les enjeux de société. Et donc, il n'y a plus effectivement de démocratie. Écoute, c'est tellement drôle que je me suis souvenu ces jours derniers, en rigolant avec des amis, d'une chanson de Michel Sardou.
qui s'appelait, dont le titre était « Zombie Dupont ». OK? Et c'était une chanson qui était extrêmement populaire sur les ondes de Radio-Canada dans les années 75-80. À son émission du matin, Joël Le Bigot la faisait jouer tous les matins. D'accord. OK? Donc, moi qui me rendais au centre-ville à l'heure de son émission, je l'entendais tous les matins. OK? Écoute, on ferait rejouer cette chanson-là aujourd'hui publiquement et Radio-Canada serait taxé de raciste. Ah oui, d'accord. OK? Je comprends. Parce que ça se moquait, c'était un peu... se moquait à la fois des Français et des Africains colonisés. Là, ah oui, d'accord. OK? Alors, écoute... Ah oui, tu veux dire que la rectitude politique... Ouais, si ça vous amuse, si vous avez quelques minutes, allez écouter ça sur Google, faites Michel Sardou, zombie. D'accord. OK? Et vous allez vous payer une pinte de bon sang. Oui, bien voilà, hein, on est dans un contexte idéologique où même ce qui paraissait banal dans les années 80 apparaît aujourd'hui comme subversif. Et politiquement très incorrect. Oui, politiquement très... C'est là où on voit qu'il y a quand même un recul hein, de la pensée, de la liberté de parole. Oui. Bon. Un polissage, mais pas dans le sens dans le bon terme. Non, exactement. Ça ne va pas pour le mieux. Non, non. Bon, peut-être, en revenant peut-être à l'international, Richard, avais-tu quelque chose à dire sur la Corée? Bien, en fait, on attend. Là, on est en attente de voir la fameuse rencontre. À l'heure actuelle, tout le monde s'imagine que ça va bien aller. Moi, j'en suis pas si certain. Oui, si on écoute les analystes, on a l'impression que c'est bientôt la réunification des deux Corées, c'est la fin de la guerre, tout va bien se passer, il n'y aura plus de frontières. Faut modérer nos attentes. Le chat a un petit peu commencé à sortir du sac hier, quand on a appris de la bouche du premier ministre de la Corée du Nord qu'il n'était évidemment pas question que les Américains quittent les bases américaines qui sont en Corée s'en aillent. S'il fallait qu'il y ait réunification ou s'il fallait qu'il y ait un traité de paix de signer. Alors, tu te poses la question, quel est l'intérêt de la Corée du Nord de signer ça? Cependant, tu apprends aussi que c'est un vrai ballet diplomatique à l'heure actuelle en Corée du Nord. Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine, ils séjournent régulièrement. Et bon, il y a du tordage de bras aussi là-dessous. Puis il y a de la grosse négociation qui se fait. Et évidemment, la Corée du Nord paie un prix pour son isolation et voudrait bien en sortir. Mais évidemment, elle n'est pas nécessairement prête à tout sacrifier pour en sortir. Et on va voir quel est le prix que les États-Unis veulent lui imposer et si ça va être jugé réaliste par les partenaires avoisinants. Oui, c'est ça, parce qu'il faut comprendre que c'est pas une négociation à 2 ou même à 3 avec les États-Unis, c'est une négociation à 5, hein, un peu. Il faut voir ça comme ça, c'est-à-dire les deux Corées, plus les États-Unis, plus la Russie, plus la Chine, plus le Japon. Oui, plus le Japon qui n'est pas loin, effectivement. Qui n'est pas loin et qui a des intérêts. Et qui a des intérêts notamment pour sa défense nationale. Hein. C'est ça. Alors, tu vois que cette partie-là, elle est loin d'être terminée. Ouais. Il faut rappeler qu'en 2005, il y avait eu un rapprochement entre... entre les deux Corées. Les deux Corées. Oui. Et que finalement, ça avait tourné à l'autre boudin. La montagne avait accouché d'une souris. D'une souris. Ouais. Alors, cette fois-ci, les choses semblent être plus avancées, sur des bases plus solides, mais la discussion avec les États-Unis, ça ne va pas être une paire de manches facile. Et évidemment, toute la question qui se pose pour la Chine, par exemple, c'est celle de la force de la présence américaine dans la mer de Chine. Bien sûr. OK? Non seulement sur la péninsule, mais dans la mer de Chine. Dans la mer de Chine, et puis elle voudrait bien que les Américains dégagent. Puis les Américains, eux, ils ne veulent surtout pas dégager. Oui, c'est loin d'être sûr. Alors, tu sais, quand on a des intérêts aussi gros et aussi divergents, toute solution devient très difficile. Oui. Et puis comme on l'a rappelé plusieurs fois à Point de bascule, au micro de Point de bascule, il faut toujours se rappeler que la Corée du Nord
des frontières limitrophes de la Russie et de la Chine. C'est ça. Donc, toute réunification des deux Corées affecte directement les frontières sino-russes. Donc, c'est pas une mince affaire pour ces pays-là qui sont quand même des superpuissances mondiales. Non. La frontière du Sud avec, tu sais, elle est garante de la frontière avec la Chine. Ben puis oui. alors, tu comprends que... Oui, Voilà. C'est une vraie affaire internationale. Et c'est pour ça que c'est si complexe, en fait, la question de la Corée du Nord. Tout à fait. Il y a les superpuissances. Et ça, c'est sans même parler des sparages de Kim Jong-un. Oui, voilà. Ça, c'est Rocketman. C'est juste du théâtre, ça. Trump. Oui, c'est juste du théâtre. On en a parlé précédemment, Richard, au cours de l'émission. Il y a la révolution colorée en Arménie. En Arménie. Bien, alors... depuis quelques semaines, il y a eu un mouvement de contestation populaire qui a pris de l'ampleur. En fait, ça dure presque depuis un an. Et qui a abouti avec le départ du premier ministre qui était en poste, là, Armen Sarkissian. Oui, on regarde nos notes. On regarde nos notes parce qu'ils ont des noms, excusez-nous, à coucher dehors. Ouais, ça fait toujours en Yann. Hein? Yann, oui, c'est ça. Et il y a un dirigeant là, qui émerge un petit peu comme on en a vu émerger en Ukraine et ailleurs. Oui. Okay. Un homme d'affaires, hein, je crois. Oui, qui s'appelle... Non, un journaliste. Un journaliste? Qui s'appelle Nicole Pachinian. Pachinian. Et Nicolas, bien sûr. Oui. Pas notre Nicolas nous, là. Non. Bon, on se comprend. Oui. OK. Et donc, lui est en train, a réussi à monter la population assez... bon, il a du soutien. Puis, évidemment, le soutien, on le connaît. Ouais. On sait d'où il vient. Et le modus operandi est connu aussi. Alors, on reconnaît, bien sûr, l'empreinte de George Soros là-dessous. Ouais. Et, évidemment, des États-Unis qui cherchent à fragiliser la Russie dans son ventre mou, comme je le disais. Oui, c'est ça. L'Arménie qui est finalement un petit pays au sud de la Russie. Bon, les choses ne se passent tout de même pas aussi facilement qu'elles s'étaient passées en Ukraine. Et il y a eu un revers encaissé par M. Pachinian. Et il y a des élections qui doivent avoir lieu le 8 mai. Et qui vont permettre de voir si, effectivement, M. Pachinian a le soutien qu'il prétend avoir. Alors... la crise émerge aussi parce qu'il faut dire qu'il y a eu peut-être des faux pas de la part du pouvoir actuel. La crise émerge parce qu'il y a eu un changement de constitution. Je pense que c'est une question de limite de mandat inscrite dans la constitution de l'Arménie qui a été changée et l'actuel président a voulu changer la constitution arménienne pour pouvoir se représenter. Et c'est ce qui a un peu créé le mouvement de contestation. C'est ça, qui est à l'origine du mouvement de contestation. Oui, c'est ça. Voilà. Qui est à l'origine du mouvement de contestation. Mais bon, disons que, tu sais, ça fait quand même, à l'heure actuelle, plusieurs années que les États-Unis cherchent à déstabiliser non pas seulement l'Arménie, ils l'ont fait avec la Géorgie, ils l'ont fait avec l'Ukraine, ils l'ont fait avec la Roumanie, ils l'ont fait avec la Bulgarie, ils l'ont fait avec la Moldavie, bref, c'est tous les pays qui encerclent la Russie et qui étaient autrefois dans la mouvance de l'URSS, ce qu'on appelait les pays satellites de l'URSS, sont visés par ces mesures-là. Alors, c'est une manière d'attaquer l'influence russe. Bien sûr. Ouais. Et même chose pour les pays baltes, Lituanie, Estonie, et puis... c'est quoi l'autre déjà? Lettonie, Lituanie et Estonie. C'est ça, les trois. Alors, même chose là, sauf qu'ils parviennent à mettre en place des gouvernements qui sont à leur solde, mais c'est des gouvernements collaborationnistes et qui sont, tu comprends, extrêmement inquiets au moindre coup de vent. Quand ils voient d'un seul coup que la Russie possède des armes infiniment supérieures... c'est sûr qu'il y a de quoi être nerveux. Ça les rend nerveux. Oui, mais là, on les comprend. Et puis les bases démocratiques de ces
parti-là et de ces gouvernements-là ne sont pas très, très, très solides. Ouais. Alors, il y a... En même temps, ce que tu dis est vrai. En même temps, en tout cas, je connais moins la question de l'Arménie, mais pour ce qui est des pays baltes, il y a quand même beaucoup de ressentiment envers les Russes au sein de la population. Oui, oui. Mais en même temps, il faut considérer que dans certains pays baltes, il y a des fortes concentrations de population russophone. Russophone. Et ça crée de sérieux problèmes. Ben oui, voilà, parce que finalement, c'est l'ancienne élite soviétique qui était un petit peu le relais de Moscou dans ces pays-là. Et donc, les populations baltes ont quand même un ressentiment national assez fort envers ces minorités-là. Il y a même, j'ai même vérifié, il y a même des statuts de non-citoyens pour les russophones dans certains de ces pays-là, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas pratiquer, par exemple, certaines professions libérales, avocats, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, c'est comme un... Ils ont des citoyens de seconde zone. Oui, des citoyens de seconde zone. Et, bon, on n'en entend évidemment jamais parler, parce que ça nous est très éloigné. Parce que ce sont censément des pays démocratiques. Ce sont des pays démocratiques, disons, qui sont globalement alignés sur les positions américaines. Donc on les emmerde pas trop. Les mainstream media n'en parlent pas. Non, exact. On peut être sûr que si le Québec se mettait à faire des statuts de non-citoyens, par exemple pour ces minorités nationales, ce serait la crise. On en entendrait parler. Oui, exactement. Mais bon, quand on est un allié stratégique des États-Unis, tout va bien. Voilà. Mais effectivement, c'est un grand, comment je dirais, c'est une grande zone de conflit des influences entre les États-Unis et la Russie. La question aussi de l'Asie centrale, où il y a beaucoup de ressources naturelles. L'Arménie, bon, bien évidemment, c'est dans le Caucase. Mais encore une fois, ça nous rappelle que Arménie, Ukraine, Syrie, c'est pas très loin. Hein? Géorgie, c'est pas des pays qui sont très loin les uns des autres. Hein? C'est tout dans le pourtour russe. Et ça fait partie de l'espèce de guerre froide, guerre d'influence actuelle du 21e siècle, qu'on pensait fini en 1991. Finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus. Que les intérêts géostratégiques des États-Unis et de la Russie, même s'il y a eu l'effondrement du communisme, restent les mêmes. Finalement, c'est la question de l'influence continentale sur le supercontinent eurasiatique. Et on est obligé de réaliser aussi que dès les années 1980, la Russie avait réussi en fait, l'URSS, à l'époque, avait réussi à s'imposer en Europe à cause de son gaz qu'elle vendait à l'Allemagne. Tout à fait. Et que cette position de la Russie n'a fait que prendre de l'importance. Exact. Et au point qu'aujourd'hui, il y a 3-4 pipelines ou gazoducs là, qui sont en construction pour satisfaire aux demandes de l'industrie allemande. Mm-hmm. Tu comprends que ça n'aide pas non plus les Américains à se convaincre de la fermeté de certaines alliances. Ben oui, exactement. Et qu'ils cherchent par tous les moyens, notamment en contrôlant les gouvernements, de reprendre en main un univers qui est en train de leur échapper. Oui, notamment le couloir entre l'Allemagne et la Russie. C'est ça. Alors, il y a vraiment un souk à la corde constant entre la Russie et les États-Unis dans ces pays qui sont limitrophes, là. Oui, oui. Et à l'heure actuelle, c'est un souk à la corde que les Américains pensaient contrôler haut la main. Oui. Et puis, ben là, c'est plus difficile. C'est moins clair. C'est bien moins clair. Alors, il y a des coups de cochon qui se jouent de part et d'autre. Mm-hmm. Et ça peut prendre des tournures violentes. Ben oui, comme on l'a vu d'ailleurs en Ukraine, hein, c'est-à-dire que la guerre civile actuelle de l'Ukraine peut clairement se remettre dans ce contexte-là, où il y a les républiques de Donetsk et le Donbass, là, c'est ça. À l'est de l'Ukraine, qui finalement sont soutenus grosso modo par les Russes, alors que le gouvernement ukrainien... Non, ils sont pas... écoute, la position russe là-dedans est extrêmement prudente. Et elle, comme tout ce que fait Poutine, elle est entièrement conditionnée au droit international. Oui, OK? D'accord, mais... Alors, lui, il respecte les accords de Minsk que la Russie a signés. Oui. OK? Et à l'heure actuelle... pas l'inverse, mais enfin... Le Donetsk, il fait certainement rien pour alimenter la chicane. C'est les Ukrainiens eux-mêmes qui cherchent à relancer le conflit.
Oui. Pour se gagner des appuis à l'ouest. À l'ouest. Mais disons que, bon, globalement, ils ont la sympathie de Moscou. C'est-à-dire que ce sont des populations russophones. C'est ça. Ils ont la sympathie, mais pas l'appui. Oui, bon, enfin, on ne sait pas ce qui se passe en cachette, quand même. Hein. Ah, ben écoute, quand même, là, tu peux t'imaginer que les Américains, si les Russes installent des mesures de contrôle en Syrie, tu peux être certain que les Américains ont installé des mesures de contrôle en Ukraine. Oui, c'est vrai, tout à fait, mais bon, il peut y avoir, par exemple, du matériel ou des hommes, quand même, qui aident la rébellion en Ukraine de l'Est, hein, les républiques du Donetsk et du Donbass. Je vois mal les Russes laisser des populations russophones se faire massacrer. Complètement à l'abandon. Oui, c'est ça. Mais ils cherchent à maintenir les apparences. Oui, ça c'est bien vrai, tout à fait. Hein? Voilà. Oui. Ils ne veulent surtout pas être pris en défaut sur l'accord de Minsk. C'est tout. Oui, ils ne veulent pas se faire taper sur le doigt. Comme tu le dis aussi dans un contexte où c'est la Coupe du Monde. Bon, ils ne veulent pas donner de prétexte. Aux États-Unis, oui, pour leur taper sur les doigts. C'est ça. Il y a un autre événement, oui. Vas-y, tu as un dernier sujet? Oui, bien, il y a peut-être un événement qui est un peu passé sous les radars ici au Québec, mais qui a eu un certain écho médiatique en France. C'est la question de l'immigration illégale. Hein. Il n'y a pas qu'au Québec où on connaît ça. Il y a également l'Europe, notamment la France, qui connaît ça depuis des décennies. Et il y a un groupe de jeunes qui s'appelle Génération Identitaire qui a mis en place une espèce d'opération pour ramener les migrants qui traversaient la frontière illégale par les Alpes, donc la frontière italo-française, pour les ramener au commissariat de police et finalement stopper cette vague, cette filière encouragée par finalement l'espèce l'esclavagisme des temps modernes. Hein, c'est carrément de la traite humaine qui se fait. Et ils ont mis en place donc une opération très médiatisée avec des hélicoptères où ils ont intercepté les migrants illégaux qui traversaient à travers les Alpes. Ils les ont remis à la police. Alors, il y a eu une sorte d'hystérie médiatique en France. On a fait « Oh mon Dieu, mais qui sont ces gens? Comment se fait-il qu'ils peuvent agir aussi de manière en totale impunité? » Et le parquet a débuté une enquête. Le parquet, là, c'est l'équivalent du DPCP, là, chez nous. Oui, c'est ça. A fait une enquête et finalement, le juge a décrété que la Génération Identitaire ne faisait rien d'illégal, puisque selon la loi, il respectait totalement la loi française. C'est-à-dire que les immigrants illégaux qui essaient de traverser les Alpes étaient effectivement illégaux et il fallait les rendre à la police, il fallait les intercepter pour les empêcher d'entrer sur le territoire. Et c'est là où on voit qu'en Europe, on est dans un tel laisser-faire sur la question migratoire que c'est la société civile qui finalement prend le relais et agit dans ce sens-là. Et ça m'a un peu fait réfléchir, en fait, à ce qui se passe au Québec. On se dit, mon Dieu, mais avec l'absence de volonté politique de la part des gouvernements de faire respecter les frontières, on se demande si, finalement, ça ne va pas demander une réaction populaire pour faire en sorte que les choses changent au chemin Roxham et à la frontière canado-américaine. À la colle. À la colle, hein, parce que... Et c'est ce qu'on se disait d'ailleurs, Richard, juste avant l'émission, en se disant que la ville de Calais, hein, qui est une ville qui est devenue totalement... Oui, est-ce que la colle est destinée à être un nouveau Calais? Oui, le Calais québécois. Alors, Calais, c'est une ville au nord de la France qui est proche, en fait, qui donne sur la Manche, donc... Et à qui les Français, finalement, ont servi de rempart à l'invasion migratoire qui était destinée à l'Angleterre. Exactement. Et donc, tous les immigrants illégaux qui veulent traverser en Angleterre se retrouvent pris à Calais, au point qu'il y a eu carrément une ville... Ça a reflué, puis la ville a été prise en otage. Ah oui, totalement. Une espèce d'immense bidonville. On a même appelé ça la jungle de Calais, une immense bidonville, où il y a quand même eu, je veux dire... de la casse. Oui, de la casse, des agressions entre communautés, les Afghans qui semblaient contrôler il y a même un général qui s'est retrouvé, un général à la retraite français qui est bien connu, qui s'est retrouvé à la tête d'un mouvement pour
faire évacuer les migrants de... Les migrants de Calais. Oui. Et ce qui est intéressant... Ben, enfin, ce qui est intéressant... Dans un genre de mouvement de reconquête du territoire. Oui, une sorte de reconquista. Oui, tout à fait. Et ce qui m'a frappé aussi cette semaine, Richard, c'est que dans un article, je pense un article aujourd'hui ou hier, dans le Journal de Montréal, une habitante de la Colle, habitante sur le chemin Roxham, affirmait que la valeur des maisons sur le chemin Roxham avait baissé de 20%. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Calais, c'est-à-dire que le prix des maisons a effectivement complètement chuté parce qu'il y avait des migrants partout dans la ville. Et donc, les propriétaires des maisons se sont retrouvés un peu pris là, parce qu'ils ne peuvent pas déménager, puisqu'ils ne pouvaient pas vendre leur maison, parce que personne n'est prêt à acheter dans ces circonstances-là. Alors, quand tu regardes c'est peut-être ce qui va se passer à la Colle. Ben justement, les structures que vient de diriger, même si elles sont à caractère temporaire, là, entre guillemets, mais c'est quand même, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Oui, exactement. On se comprend. Ah, oui. C'est quand même des structures considérables que le gouvernement fédéral a érigées là, pour accueillir les demandeurs d'asile. C'est pas rien, là. Ouais. Okay? En fait, finalement, c'est un poste frontière bis. Exact. Une frontière on the side. Oui, qui a été aménagée. C'est pas des farces. Oui. On va suivre le dossier tout l'été, parce que ça va s'accélérer cet été. Oui. On n'a rien vu là, pour le chemin Roxham. On parle de parfois 200, voire peut-être même 400 entrées par jour là, cet été. OK. Alors, imaginez que tout ça se traduit par des dollars et des sous. Oui, de nos poches. De nos poches. Oui. Faut pas perdre ça de vue. Charité, tout à fait. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, Alexandre. Écoute, on termine là-dessus. Et puis, on espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a réussi à vous apprendre une chose ou deux. Et si vous avez des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à nous les adresser. Ça nous fait toujours plaisir. On cherche aussi à, autant que possible, faire écho à vos commentaires. Voilà, on met fin avec ceci, Alexandre, à l'émission du mercredi 2 mai 2018, l'édition du Point de bascule du 2 mai 2018. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.